Merci à l'Institut pour l'invitation. Et donc, même si on va sans doute aller au-delà, une des raisons pour lesquelles on est ensemble à cette table, c'est parce qu'on a publié il y a 2 ans ce petit livre. Excellent petit livre. En tout objet, exactement. Sur le contrôle des chômeurs. Alors, on ne l'a pas écrit que tous les deux. Avec nous, il y avait Claire Vives, Vincent Dubois et Luc Sigalo-Santos. Voilà, ça permet de savoir d'où on parle, même si toi, c'est plus connu, quoi. Voilà. Je ne reviendrai pas dans mon intervention sur la méthode, comment est-ce qu'on a fait pour collecter des données, etc. On pourra y revenir dans la discussion, si vous le souhaitez. Mais pour le dire rapidement, Adrien comme moi, on a appris à comprendre Pôle emploi en passant du temps dans des agences, en regardant les agents travailler et en faisant des entretiens avec elles et eux. Et c'est quelque chose qu'on fait depuis 10 ou 15 ans chacun, ce qui donne un certain recul aussi sur la période actuelle. Alors pour poser le cadre de la discussion, et je pense que je le répéterai en conclusion, mais et ce sera peut-être un objet de discussion, mais moi je ne pense pas qu'il y ait de guerre qui soit menée spécifiquement contre les chômeurs et les chômeuses, comme nous invitait à le traiter l'atelier. Je dirais plutôt qu'il y a une guerre qui est menée contre tout et tous les salariés, et que dans cet affrontement, celles et ceux qui sont en première ligne, ce sont les chômeurs et les chômeuses. Parce que c'est quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est le fait que les chômeurs et les chômeuses sont d'abord et avant tout des travailleurs et des travailleuses. C'est un point statistique sur lequel j'insiste souvent, c'est que plus de la moitié des chômeurs et des chômeuses ont travaillé le mois précédent. Et plus on est inscrit au chômage depuis longtemps, en fait, plus cette proportion, elle augmente. Et ça peut paraître complètement paradoxal, mais parmi les personnes inscrites à France Travail depuis 3 ans, c'est près des 2/3 en fait, qui ont travaillé le mois précédent. Alors ça veut dire quoi en chiffre absolu ? Ça veut dire qu'il y a seulement, entre guillemets, 300 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis 3 ans qui n'ont pas travaillé le mois passé. Mais il y en a beaucoup plus qui ont travaillé le mois précédent. Donc les gens qui sont inscrits à France Travail depuis très longtemps sont en fait, pour la plupart d'entre elles et eux, des travailleurs et des travailleuses. Et comme le rappelait ce matin, très à propos Maud Simonet, par ailleurs, quand je dis travail, c'est travail salarié. Parce que par ailleurs, ce sont des gens qui, lorsqu'ils ne travaillent pas, eh bien, sont charge de famille, charge de petits-enfants, charge d'associations, etc., etc. Bon, mais ces 300 000 personnes qui sont au chômage depuis 3 ans sans avoir travaillé le mois précédent, peut-être elles ont travaillé le mois encore précédent, ça on n'a pas forcément les données, mais en fait ça représente à peu près rien statistiquement par rapport aux 6 millions d'inscrits à Pôle emploi qui sont toutes et tous, encore une fois, des gens qui passent leur temps à aller et venir entre l'emploi salarié et la privation d'emploi. Donc c'est un point important, il me semble, de rappeler que en fait, c'est l'expérience la plus commune pour les chômeurs que le travail. Et l'image du jeune garçon racisé qui traîne dans le canapé de ses parents en profitant de ses allocations, qui est une image qui revient très régulièrement, et ça c'est quelque chose qui... il faut être dans certains cercles, il faut s'appeler Jean-Marie sans doute, et être un peu blanc pour l'entendre, mais c'est dit explicitement dans la pensée politique réactionnaire que c'est pour ces raisons-là qu'on met en place, pour ce fantasme-là qu'on met en place des politiques de lutte contre les chômeurs et les chômeuses. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je dis que la guerre aux chômeurs, c'est une guerre aux travailleurs et aux travailleuses, parce que c'est bien leur statut de travailleur qui leur est dénié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne travaillent jamais en emploi salarié. Ça ne veut pas dire que c'est mal de ne jamais travailler en emploi salarié. Simplement, ce sont des profils qui sont finalement peu nombreux et qui sont pris en charge par d'autres types de dispositifs, d'autres formes de solidarité qui sont excessivement importantes, mais qui ne sont pas le sujet du jour. Donc j'en reviens à mon affaire de guerre aux chômeurs et aux chômeuses. Pourquoi je dis que leur statut de travailleur et de travailleuse est dénié ? C'est parce que, justement, ils et elles ont constamment des expériences salariées, mais ces expériences, elles sont de moins en moins prises en compte dans leur accès aux droits. Leurs périodes de travail, elles sont dévalorisées. Et il est de plus en plus dur d'accéder à l'assurance chômage, donc à une protection sociale, quand on alterne des périodes d'emploi et de chômage, quand on est précaire. Et pourquoi est-ce que les périodes de travail permettent de moins en moins d'accéder à la protection sociale ? Eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les champs. C'est de plus en plus difficile d'accéder à la retraite, c'est de plus en plus difficile d'accéder à l'assurance maladie. Certains diront que c'est pour faire des économies, et je ne pense pas que ce soit la raison majeure. Je pense que la raison majeure, c'est mon camarade de droite,
Enfin, à ma droite. Elle a déjà été faite ce matin, mais je voulais quand même la refaire. Ça, normalement, c'était la conclusion du truc, quoi. C'était pas le début. Mais... Non, mais je tenais à dire que c'est toi qui m'en avais convaincu. C'est toi qui m'as convaincu du fait que la raison majeure de cette mise en insécurité des travailleurs et travailleuses, la raison majeure, c'est de peser dans le rapport de force entre le travail et le capital, entre les employeurs et leurs salariés. Et donc, les réformes du marché du travail, elles visent d'abord et avant tout, ça a été évoqué ce matin, à remarchandiser le travail, à exposer les salariés aux mécanismes du marché, sans protection ni possibilité de négociation. Donc bien sûr, je pinaille quand je dis qu'on ne fait pas la guerre aux chômeurs et aux chômeuses, parce que de fait, c'est très compliqué et de plus en plus difficile d'être chômeur ou chômeuse. Je fais un peu l'universitaire de service qui vient dire c'est plus compliqué que ça. Mais derrière ce petit geste technique, ce que je veux faire passer comme idée, c'est que les chômeurs sont plutôt les victimes collatérales d'une offensive qui concerne tout le monde, que la directe visée, la directe cible de ces transformations. Et puis peut-être le second point sur lequel je voulais insister en préambule, mais après on lancera la discussion, c'est quelque chose qu'on a pas mal bossé ensemble avec Adrien, c'est de souligner que le contrôle des chômeurs et des chômeuses, c'est pas une démarche qui est proprement néolibérale. Alors ça peut être tentant d'imaginer que le néolibéralisme, l'influence de Thatcher et Reagan aurait conduit à ce qu'on mette la pression sur les chômeurs et les chômeuses, à faire du workfare à la française, etc. Or, ce qu'on a montré dans le bouquin, c'est que le contrôle des chômeurs, il est aussi vieux que l'aide aux chômeurs. Ça date des années 1900 à peu près. Mais ça ne veut pas dire, attention, qu'il n'y a pas d'influence du néolibéralisme sur le contrôle des chômeurs et des chômeuses. Simplement, justement, c'est là où ça devient intéressant, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de noter que le contrôle en régime néolibéral, il est tout à fait spécifique. Il a ses spécificités. Et c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est quoi contrôler des chômeurs en régime néolibéral. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que le contrôle, il ne vise plus à exclure, il vise à aiguillonner, il vise à discipliner. Il y a plus d'un siècle, quand on regarde les statuts des syndicats qui accordaient une allocation au privé d'emploi, parce qu'à l'époque, c'était les syndicats, c'était pas la puissance publique, c'est les syndicats qui versaient une allocation, eh bien, le contrôle, ça servait à exclure les révolutionnaires radicaux, parce que c'est pas n'importe quel syndicat qui donnait une allocation, c'était les syndicats réformistes. Donc les révolutionnaires radicaux, on essayait de les dégager, et puis on essayait aussi de virer les alcoolos. Ceux-là, on n'en voulait pas, y compris parmi les travailleurs. Aujourd'hui, le régime de sanctions, il ne consiste plus à exclure, mais au contraire à attacher. Par le contrôle, mais aussi par les nouvelles règles d'assurance chômage, par l'organisation de France Travail, notamment ces fameuses 15 heures d'activité obligatoire. On cherche au contraire à les rendre productifs au moindre coût. On cherche à rendre leur retour à l'emploi inéluctable. Voilà, donc c'est les deux points que je voulais mettre en avant. Je le fais en intro, comme ça, hop. Si vous voulez vous assoupir, vous avez l'essentiel. Maintenant, je vais essayer de... C'est sympa pour moi qui passe après. Mais... En ce qui me concerne. Voilà, donc maintenant, on peut peut-être commencer la discussion sur qu'est-ce qui permet d'étayer ces arguments-là. Comme tu veux, si tu veux continuer. Ouais. Non, peut-être pour illustrer les transformations du rapport aux chômeurs et aux chômeuses, ce dont parle le bouquin, c'est des procédures de contrôle qui sont assez parlantes. Alors, c'est quoi le contrôle ? Il faut savoir que légalement, le Code du travail, il précise que les chômeurs et les chômeuses sont obligés de chercher un emploi. On dit qu'ils et elles doivent justifier de démarches actives et répétées, etc. Ça, c'est obligatoire. Et ce qui est intéressant, c'est que le Code du travail n'en dit pas plus. Donc, les chômeurs, ils sont obligés de chercher du travail et Pôle emploi peut le contrôler. Aujourd'hui, ça s'appelle France Travail, mais ce qui est important, c'est de savoir que la loi, même les décrets, disent pas vraiment ce que ça veut dire des actes positifs et répétés. Et donc, c'est Pôle emploi qui détermine ce degré d'exigence des contrôles. Et donc, la question qui se pose, c'est des trucs de base. En tout cas, c'est ce qu'on s'est posé pour écrire le bouquin. C'est est-ce que le contrôle, c'est nouveau ? Bon, ça, j'ai déjà dit que c'était pas le cas. Mais qui va contrôler ? Comment ? Pour quels effets ? Et donc, c'est les questions qu'on s'est posées. Et le type de réponse qu'on a eu, c'est trois éléments majeurs qu'on peut souligner sur le contrôle des chômeurs. Le premier, c'est sur une dynamique historique que tu as très bien montré, une dynamique de monopolisation du mandat de contrôle par Pôle emploi et les enjeux institutionnels de ce monopole de contrôle. Un deuxième résultat un peu plus sur les agents et puis un troisième résultat un peu plus sur les effets. Sur la monopolisation, pour aller vite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant longtemps, ça a été... ça a été partagé avec les...
sais pas ce que j'ai fait. Pendant longtemps, ça a été partagé avec les directions départementales du travail. C'était à l'époque la NPE qui pouvait dire quelque chose sur vous. Ça pouvait également être les ACDIC, c'est-à-dire l'assurance chômage, qui disait quelque chose sur vous. Vous pouviez avoir un début de sanction, mais qui est-ce qui réglait votre cas? C'était une direction départementale, la direction départementale du travail. Et en fait, petit à petit, le service public de l'emploi, qui n'est pas le ministère du Travail, le service public de l'emploi a récupéré le monopole de cette sanction. Donc, ça s'est fait d'abord à travers la fusion entre la NPE et les ACDIC en 2009, où on a réuni dans la même institution, excuse-moi, on a réuni dans la même institution ceux qui s'occupaient de l'assurance chômage et ceux qui s'occupaient de vous trouver un emploi. Pourquoi est-ce que ça a fait partie de la monopolisation du contrôle? C'est parce que, eh bien, on considérait, et c'était le mot de Nicolas Sarkozy, on considérait que celui qui donnait le chèque, ça devait être celui qui donne un emploi. Sous-entendu, eh bien, si on vous donne le chèque de l'allocation, il faut qu'on puisse contrôler à quel point est-ce que vous recherchez un emploi. Donc c'était le projet de Sarkozy, à travers la fusion, de faire en sorte que les agents, chaque mois, vous contrôlent l'ampleur, l'amplitude, l'intensité de votre recherche d'emploi en échange de votre chèque d'allocation. Fait intéressant, et c'est assez classique dans les services publics, en fait, les agents n'ont pas appliqué ce mandat. On a donné ce mandat aux agents, ils ne l'ont pas appliqué, ou en tout cas pas complètement. Ils ont pas mal traîné les pieds. Alors, les conditions leur permettaient. Hein. C'était la crise économique de 2009. Il y avait 30% de chômeurs en plus. C'était très difficile d'appliquer ce nouveau mandat, alors qu'ils étaient tout le temps en formation pour apprendre un nouveau métier. Et il y avait beaucoup plus de travail à faire, donc de travail de réception. Et donc, ils avaient beaucoup moins le temps d'effectuer ce travail de contrôle. Et puis, tout simplement, c'est un travail qu'ils ne voulaient pas faire. Ça ne fait pas partie de leur vision du travail que de faire les flics, pour le dire très rapidement. Et donc, comment est-ce que Pôle emploi s'y est pris? Eh bien, Pôle emploi a créé des plateformes, des espèces de call centers, sur lesquels il y a des gens qui sont engagés pour, toute la journée, contrôler des dossiers de demandeurs d'emploi. Et donc, ils ont une petite bannette numérique dans laquelle il y a une liste de dossiers. Et puis, ils prennent les dossiers les uns après les autres. Et ils regardent si, dans le dossier, il y a des traces de recherche d'emploi. Et puis, si jamais ils ont un doute, ils vont appeler la personne. Si jamais encore ils ont un doute, ils vont lui envoyer un questionnaire pour qu'il envoie ses preuves de recherche d'emploi. Et puis, à la fin, ils peuvent prendre une décision. Est-ce qu'on sanctionne? Est-ce qu'on met une petite tape dans le dos en disant c'est pas top, mais vous êtes sur la bonne voie, etc. etc. Donc ça a été testé en 2013, ça a été généralisé à tout le territoire en 2015. Alors au début, c'était très, très, très léger. C'était 200 personnes. Il y avait 200 personnes sur le territoire pour près de 6 millions de chômeurs. Donc c'était une centaine de milliers de contrôles par an. C'était très léger. Puis ça permettait au directeur général de l'époque de dire au ministère que finalement Pôle emploi contrôlait les chômeurs, qui circuler, il n'y a rien à voir, etc. En 2018, le nouvel exécutif décide de renforcer le contrôle. Le nombre de contrôleurs est multiplié par 3, donc on passe de 200 à 600. Et puis, une des grosses bascules qu'on a identifiées, c'est la sortie du confinement, en fait. Pourquoi? Parce qu'à la sortie du confinement, il y a 2 décisions qui sont prises qui vont changer un peu la nature du contrôle. La première, ça va être de dire... On arrête de faire des contrôles aléatoires. Jusqu'à présent, la bannette, elle était constituée de manière aléatoire. Les dossiers arrivaient de manière aléatoire dans la bannette numérique des contrôleurs. À la sortie du confinement, on dit on s'en fiche un peu de contrôler de manière aléatoire. Ça ne donne pas forcément des chiffres faramineux. On va se focaliser sur les métiers en tension. Et donc, ils ont identifié un certain nombre de listes de métiers dans lesquels il y avait des difficultés de recrutement, disent les employeurs. Certains parlent même de pénurie de main-d'œuvre. En fait, c'est les métiers dont on parlait précédemment dans la table d'avant. C'est les intérimaires, de la logistique, du BTP. C'est des secteurs dans lesquels il est très difficile de durer, donc il y a beaucoup de turnover, donc il y a souvent des recrutements. Donc quand vous recrutez souvent, en fait, du coup, c'est plus difficile de trouver du monde. C'est aussi simple que cela. Depuis aussi le Covid, il y a aussi les métiers du soin qui sont particulièrement touchés par ces problèmes de tension. Et donc, on a mis la pression en fait sur les chômeurs
sur les chômeurs de ces secteurs-là. Et puis l'autre truc qui a été changé, c'était dans le discours de Macron de novembre 2021, où il dit je vais augmenter les contrôles. Et dans les jours qui suivent, la ministre du Travail, qui s'appelait Elisabeth Borne, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Elisabeth Borne qui dit oui, on va faire plus 25% de contrôle avec 0 recrutement. Et donc ça a lancé une espèce de marche. Il y avait eu 400 000 contrôles, je crois, en 2019, en 2020. Et donc ça a lancé une espèce de marche à l'augmentation de la cadence. Chaque année, il y a eu entre 10 et 25% de hausse du nombre de contrôles sans recrutement. Et donc ça va beaucoup jouer sur les conditions de travail des contrôleurs et des contrôleuses. Alors pour en parler très rapidement, ce qui va caractériser le travail des contrôleuses et des contrôleurs, c'est que c'est un travail, vous l'avez compris, hein, qui est de plus en plus contraint, de plus en plus rationalisé. C'est une forme de surveillance à distance, puisque en fait, ils ne voient jamais de chômeurs et de chômeuses. Ils les appellent, et encore, ils ne les appellent pas à chaque fois, ils les appellent s'ils ont un soupçon. Et de plus en plus, on y viendra à la fin, mais avec France Travail, ils ne sont pas obligés de les appeler, ils peuvent sanctionner à distance. Donc c'est vraiment un travail de surveillance à distance, où on va regarder dans un dossier en ligne toutes les traces possibles et imaginables d'une recherche active et répétée d'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est que donc je vous l'ai dit, hein, ça a augmenté de 10 à 25% par an. Donc 400 000 en 2020, 400 000 en 2021, c'est ça, 500 000 en 2022, 523 000 en 2023, près de 600 000 en 2024. Donc ça ne cesse d'augmenter, tout ça à effectif constant. Donc imaginez, dans votre travail, si vous deviez faire 25% de plus avec le même temps de travail. Et alors il y a une forme d'énigme, c'est que le taux de sanction se maintient. Le taux de sanction se maintient presque plat, si on regarde les données. C'est entre 13 et 17%, suivant les années, de contrôlés qui sont sanctionnés. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. La première, qui est ce que nous disent les agents, c'est qu'en fait, les gens cherchent du boulot. Pour une très bonne raison sur laquelle on ne reviendra pas, mais qui est une raison sociologique, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'une institution pour vous dire que le travail, c'est important. En fait, les gens passent leur temps à chercher du boulot. Il n'y a pas besoin de pousser les gens au cul pour qu'ils cherchent du boulot. Les gens cherchent du boulot. Donc, quand ils font leur contrôle, les gens, ils cherchent du travail. Il y a pas de... Et c'est l'écrasante majorité. L'autre explication qui se cumule, c'est qu'en fait, à Pôle emploi, la règle, c'est un peu comme dans l'éducation nationale, c'est pas de vague. Et donc, il y a une grosse pression managériale qui est mise pour faire beaucoup de contrôles, mais pas trop, et pas trop sévère. Et donc, quand on est en dessous des 16%, on se fait engueuler. Quand on est au-dessus, on se fait engueuler. Parce qu'il faut que les plateformes de contrôle ne fassent pas trop de vagues. Donc je l'ai dit, hein, augmentation des... Oui, alors, quelles vont être les conséquences de cette augmentation de la charge des outils de rationalisation, augmentation de la cadence. En fait, ça aussi, c'est assez intéressant, c'est que les agents se vivent comme de plus en plus contraints parce qu'en fait, ils courent après la machine. C'est la machine qui leur impose une cadence, un peu comme c'était évoqué ce matin avec les usines à colis. C'est la machine qui impose des cadences. Et cette cadence, elle est de plus en plus difficile à tenir. On compacte tous les délais. On essaye d'en faire de plus en plus par jour, etc. etc. Et ça contribue assez largement. Hein, ça contribue à ce que le travail soit de plus en plus prescrit, de plus en plus normé. Ce que l'on attend d'un dossier, ça demande de moins en moins de marge de manœuvre de la part de l'agent qui doit identifier en fait simplement des traces très précises et ensuite il passe au dossier suivant. Et donc on a une forme de rationalisation très forte qui va faire dire aux agents que finalement le sens de leur métier, même si ça peut surprendre, mais il faut avoir ça en tête, que en fait pour les agents c'était un métier qui était relativement paisible et intéressant de faire le tour de la recherche d'emploi d'un individu, de sanctionner, mais en fait c'était très très rare dans leur quotidien de sanctionner. En fait, le fait de devoir courir après la cadence, ça a complètement fait perdre tout sens et toute valeur à ce métier-là. Et donc peut-être dernier élément là-dessus, je le disais, ceux qu'ils recherchent dans les dossiers sont relativement prescrits et normés.
Et ça, c'est un effet de bord assez... bon, je vais dire c'est l'époque, hein, mais c'est assez marquant. C'est qu'en fait, ça va survaloriser les canaux formels de recherche d'emploi. C'est-à-dire que quand une personne est contrôlée, elle doit fournir des traces de sa recherche d'emploi. Et donc, elle doit non seulement, vous avez sans doute déjà été au chômage, il faut à la fois rechercher du travail et être en mesure de prouver qu'on a cherché du travail. Donc, j'ai un collègue juriste qui s'appelle Tristan Pellerin qui appelle ça le chômeur archiviste. C'est-à-dire qu'il faut... Et il y a plein, on n'y pense pas, mais il y a plein de formulaires de contact, même des boîtes d'intérim en ligne, où en fait, vous n'avez pas d'accusé de réception du message que vous avez laissé. Donc, il faut faire une capture d'écran. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent leur smartphone pour chercher du boulot. C'est pareil, sur le smartphone, on est beaucoup moins en mesure de garder la trace de ce qu'on a fait. Les historiques sont beaucoup moins bien tracés que sur un ordinateur, etc. etc. Et donc, ça va favoriser très largement certaines formes de recherche d'emploi, dont on sait par ailleurs en sociologie du marché du travail que ce n'est pas les plus efficaces. Ce qui est efficace, c'est le contact. Ce qui est efficace, c'est le réseau. Ce qui est efficace, c'est de faire travailler son réseau, entre guillemets, d'avoir des infos sur tel ou tel type d'endroit où on embauche, tel ou tel type d'ancien contremaître qui nous a apprécié, etc. Et donc, ça va survaloriser une façon de rechercher du travail qui est en fait assez largement... compatible avec celle des classes supérieures, mais en fait assez peu avec celle des classes populaires. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle Didier Demazière, qui a montré qu'en Belgique, où ce processus qui est beaucoup plus avancé que chez nous, en fait, en Belgique, les gens, ils ont 2 recherches d'emploi. Ils ont une recherche d'emploi pour la galerie, pour les services du forum pour le contrôle, quoi. Et puis, ils ont une recherche d'emploi pour eux, qui est beaucoup plus sociale, j'ai envie de dire, beaucoup plus interpersonnelle. Voilà, donc peut-être quelques mots de conclusion avant qu'on se mette à faire du ping-pong. Simplement, c'est peut-être un élément qui est très dur à avoir en tête et auquel on est pas mal confronté quand on bosse sur Pôle emploi ou sur France Travail, c'est qu'il ne faut pas voir les conseillers de Pôle emploi et de France Travail comme des ennemis. C'est dur parce que souvent les interactions peuvent être difficiles, peuvent être désagréables, peuvent mettre en colère, etc. Mais les contrôleurs et les contrôleuses, ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des pervers, ce ne sont pas des flics dans l'âme. En fait, ils étaient persuadés, quand ils sont entrés sur ces plateformes, qu'il y avait un moyen de faire ce métier tout en étant au service des chômeurs. C'est en tout cas ce qu'on leur a vendu au départ. Alors peut-être qu'ils étaient naïfs, peut-être que... ils n'avaient pas vu venir ce qui paraissait plausible. En tout cas, ils ont pendant longtemps eu des latitudes. Et ça changeait beaucoup par rapport au travail. Il faut aussi se mettre à leur place. C'est des gens qui n'ont pas été recrutés pour ça. C'est des gens qui étaient déjà à l'intérieur et qui étaient dans les agences. Et vous avez peut-être déjà mis les pieds dans les agences, mais dans les agences, le travail est encore plus tendu, encore plus cadencé, encore plus prescrit. Donc, c'était un espace où ils pouvaient à nouveau, en quelque sorte, peut-être pour des raisons que certains d'entre nous réprouveraient, mais ils ont eu l'occasion d'à nouveau faire preuve de leurs compétences professionnelles. Ils avaient l'attitude de fermer un dossier, de conclure, de clore un dossier comme ils le souhaitaient. Et cette latitude, elle s'est progressivement réduite. Alors, pas à travers une imposition des critères de jugement. La réduction, elle s'est opérée, et c'est intéressant, uniquement en jouant sur les paramètres organisationnels de la production. On a augmenté les objectifs, on a accéléré la cadence, on a réduit les délais de réponse, etc. Et donc, dans ce contexte, ils ont des quotas à atteindre. Et donc, leur mensuétude, elle est beaucoup plus difficile. Ils la conservent, mais elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et ça, c'est un truc qui pour eux, est très dur à vivre. C'est qu'en fait, les gens qui sont à 6 mois de la retraite, avant, ils fermaient le dossier, ils le mettaient de côté. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se le permettre. Le quota est tellement élevé que quelqu'un qui vit dans une ville où il n'y a pas de transport en commun, quelqu'un qui n'a pas de voiture, quelqu'un qui a des enfants en bas âge, quelqu'un qui est à 6 mois de la retraite, quelqu'un qui a une maladie chronique qui est faiblement prise en charge, faiblement reconnue, ils peuvent très très difficilement clore le dossier comme ils le faisaient avant. Pour autant, il n'y a pas de syndrome de la grenouille, c'est-à-dire qu'ils se sont habitués à beaucoup de choses, mais pas à tout. Et donc, au début, ça ne les dérangeait pas. Même s'ils devaient par ailleurs faire ce travail de sanction, ça les dérangeait peu ou pas. Aujourd'hui, la plupart de ceux qu'on a re-rencontrés, parce qu'on a vu des gens, on a commencé l'enquête en 2021, je ne l'ai pas dit, mais on l'a continué jusqu'en 2024, et il y a des gens qui en 2021 étaient très heureux au travail. Eh bien, en 2024, retournent complètement la cape en disant c'est devenu insupportable, on est sous pression, on ne peut plus exercer notre métier.
Voilà, je pense que je peux m'arrêter là pour la présentation du bouquin et puis on peut... J'ai 3 trucs dessus. Hop, vas-y. Merci beaucoup. Heureusement, il me reste 2-3 trucs à dire, mais pas beaucoup après tes éléments. Donc, effectivement, tu l'as dit, on a fait avec des collègues ce livre. Bon, moi, c'était à l'époque où je pensais que les macronistes lisaient encore des livres, mais bon, il n'a pas eu un effet, on va dire, majeur dans l'ordre politique établi que ce bouquin, mais on compte sur vous pour l'envoyer à vos députés, si jamais vous avez des députés de droite. Donc, je dirais, s'il fallait peut-être reprendre en fait un de tes points d'arrivée, pour réouvrir et élargir notre discussion, moi je pense que le contrôle de la recherche d'emploi et le contrôle généralement des personnes qui sont dans un régime d'assurance ou d'assistance, on peut revenir ensuite sur la distinction, je pense que ce contrôle, il a effectivement une nouvelle vie dans le néolibéralisme. On décide de définir ce qu'on appelle le néolibéralisme. Pour moi, le néolibéralisme, c'est un mode de production, c'est un mode d'accumulation de capital qui est fondé évidemment sur le pouvoir de la finance, ça vous le savez, mais également, je pense, sur la mise au service des politiques sociales dans le cadre de l'accumulation de capital. Je pense que le néolibéralisme, c'est l'usage des politiques sociales en tant qu'instrument de la reproduction du capital, et je vais essayer de revenir un peu dessus et montrer que ce processus de mise au service du capital des politiques sociales, il repose notamment sur l'assistance et en particulier sur le service public d'emploi. Pourquoi ? Parce que on assiste, vous le savez, à une extension de la condition précaire depuis maintenant quelques décennies. Il n'y a pas, dans notre pays, une privation croissante d'emploi, par exemple. Il n'y a jamais eu autant de gens en emploi qu'aujourd'hui. Même dans une génération, le taux de chômage n'est pas spécialement élevé aujourd'hui. Il est sur sa moyenne des 30 dernières années. En revanche, ce qui est exceptionnel, c'est le niveau de précarité, c'est-à-dire le niveau de quasi-emploi des gens, c'est-à-dire le volume de gens qui sont dans un emploi ne garantissant aucune sûreté matérielle au terme du contrat et dans la vie quotidienne pour eux ou pour leurs proches. Ça, c'est la spécificité de ce néolibéralisme. Et cette spécificité, comment elle marche ? Parce qu'on pourrait se dire, finalement, qu'est-ce qui fait que des gens se retrouvent dans ce type d'emploi ? Alors, on pourrait faire tous la révolution socialiste à partir de là, mais qu'est-ce qui explique que des gens soient là-dedans ? Ce qu'il explique notamment, ce sont des processus idéologiques, c'est-à-dire des manières de percevoir le monde qui sont généralisées et qui deviennent naturelles, implicites pour les gens qui les portent eux-mêmes, y compris des gens pas satisfaits, y compris des gens qui, par ailleurs, peuvent avoir un discours critique dessus. Mais il y a 2 concepts fondamentaux. C'est d'abord l'idée que le destin dans l'emploi est une question morale. Ça, c'est le premier nerf de la guerre des néolibéraux. C'est de vous expliquer qu'il y a un lien entre la qualité de votre emploi et les efforts individuels que vous avez faits. Et que donc, à partir du moment où vous êtes sur un emploi dégradé, ça veut donc bien dire que vous avez commis ou effectué des activités qui n'étaient pas adaptées et donc que vous-même, vous avez été défaillant à un moment donné et que la défaillance de votre emploi ne fait que répercuter la défaillance de vos pratiques dans la recherche d'emploi. Et deuxièmement, et le corollaire de ça, c'est un processus d'individualisation. Puisque dès lors qu'il y a un lien entre ce que vous avez fait et l'emploi que vous occupez, ça veut donc bien dire que l'emploi n'est plus une chose sociale dont on pourrait discuter la répartition dans la population, mais bel et bien une épreuve individuelle dans laquelle chacun essaye de faire au mieux de ce qu'il peut. Et il n'y a plus une vision générale de l'emploi étant un statut social qu'il faudrait répartir et auquel il faut donner accès à la population, mais finalement, on en vient à se dire qu'il faut aider les gens individuellement à accéder aux meilleurs emplois qu'ils peuvent. Mais une fois que vous êtes dans cette perspective-là, l'emploi n'est plus l'objet d'une politique. Il ne fait plus une politique d'emploi. Par exemple, pour qu'il y ait plus d'emplois en CDI ou plus d'emplois dans la fonction publique. Vous avez une politique qui consiste à dire on va aider les gens à accéder à ce qu'il y a. Et puis ceux qui s'en sortent le mieux accéderont à ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est, je pense, le registre le plus profondément idéologique du néolibéralisme, qui conduit à dire finalement que l'assistance, l'assurance, la sécurité sociale serait juste une question de couverture de risque. En gros, il y a une sécurité sociale parce que dans la vie, il y a des risques. Et les gens, vous avez un risque sur 8 chaque année de perdre votre emploi, ou alors vous avez un risque sur 2 chaque année d'être malade, etc., etc. Et donc, on fait une caisse, on met un peu d'argent dedans, et puis comme ça, les gens sont indemnisés, peuvent retourner au boulot le plus vite possible. Ça, c'est une vision de la sécurité sociale qui est néolibérale. Comment on optimise, comment on met le moins d'argent possible en commun pour couvrir au mieux, pour que les gens aillent bosser. Une première perspective. Ce qui est évidemment une rupture historique fondamentale avec l'idée de la sécurité sociale telle qu'elle est créée il y a 80 ans. Donc en plus, on est sur une date anniversaire. En octobre, il y aura l'anniversaire des ordonnances qui instaurent la sécurité sociale en France, dans un contexte évidemment un petit peu différent
en termes à la fois de collaboration patronale avec des forces étrangères et de distance de militants communistes équipés d'armes à feu, donc ce qui évidemment contribue aussi à des négociations de nature un petit peu variable au niveau historique en France, mais qui conduit à un basculement de sens de la sécurité sociale, puisque la manière dont la sécurité sociale est inventée en 1945, ce n'est pas une idée de couverture de risque. Ce n'est pas on optimise les risques de la vie pour que les gens aient moins de pépins. L'idée, c'est un rapport de pouvoir. L'idée de la sécurité sociale, c'est qu'on met de l'argent dans une caisse qui donne aux travailleurs un pouvoir sur les choses. Par exemple, un pouvoir de ne pas aller travailler à partir d'un certain âge, surtout un pouvoir de travailler autrement, par exemple, à partir de 60 ans, pour prendre un exemple récent. C'est l'idée, par exemple, la sécurité sociale, que vous avez le droit de recevoir un salaire, enfin une pension de retraite, mais qui est calculée sur votre salaire, qui permet par exemple de tenir un bar associatif, permet par exemple de diriger une assos, permet d'avoir des activités socialement utiles sans passer par un employeur qui valide le caractère utile de ce que vous faites. Et cet exemple-là, évidemment, se joue sur l'ensemble des branches de la sécurité sociale. Pour avoir une discussion, on est contre le fait qu'il y ait des branches, mais bon. Mais c'est par exemple la même chose sur les accidents du travail. Les accidents du travail ne visent pas juste à indemniser les gens parce qu'ils se sont cassés un bras. La branche accident du travail, elle vise à mettre en place des plans de prévention dans les entreprises qui vont discuter le pouvoir patronal pour faire en sorte que les gens ne se cassent pas le bras. Et si vous prenez la sécurité sociale comme ça, vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas de couvrir des risques inégalement répartis, mais d'exercer du pouvoir, y compris contre celles et ceux qui aujourd'hui le détiennent. Et donc, si on rompt avec l'idée de la sécurité sociale, eh bien, on passe dans un régime à caractère totalement néolibéral où il n'y a plus d'antinomie entre la sécurité sociale et le capitalisme, puisqu'il s'agirait simplement de faire en sorte que les gens retournent bosser plus efficacement, plutôt que de faire en sorte qu'ils puissent contester le pouvoir patronal et qu'ils exercent collectivement du pouvoir sur les choses. Et l'ensemble de ces basculements repose sur des politiques d'assurance ou d'assistance renouvelées. Donc tu les as évoquées. Les contrôles sur les prestations, par exemple, d'assurance. Alors la différence entre les deux, c'est qu'une assurance, c'est quelque chose pour laquelle vous avez cotisé et vous avez ouvert des droits, en général dans un régime assurantiel, même si ça peut se discuter, mais c'est l'idée initiale de l'assurance, c'est que vous avez une contribution antérieure et qu'en tout cas, ce que vous percevez dépend de vos besoins. Là où l'assistance, c'est l'idée d'un minimum qui est distribué sous condition de ressources à une partie de la population. Donc, par exemple, la différence entre allocation chômage d'un côté ou RSA de l'autre. Mais ces politiques connaissent quand même une orientation commune, à savoir le durcissement des contrôles, des conditionnalités pour l'obtention, des objectifs qui sont imposés aux populations qui sont récipiendaires. On peut prendre plein d'exemples. Ça peut aller des indemnisations, par exemple des arrêts maladie, qui sont soumis à des contrôles de plus en plus réguliers et fréquents pour vous dissuader évidemment de les poser, jusqu'à l'assurance chômage, évidemment, qui était au cœur de ton intervention, où on durcit les contrôles pour faire en sorte que les gens aient des obligations d'accepter X ou Y offres d'emploi qui n'étaient pas les offres d'emploi acceptables dans la même situation il y a encore 15 ou 20 ans. Cet ensemble d'évolution tend à flétrir ou à faire disparaître la frontière entre l'assurance et l'assistance, progressivement. Là où l'assurance était un droit justifié sur des pièces antérieures, disant, par exemple, j'ai travaillé une période X avec des salaires Y, donc j'ai un droit. Maintenant, vous basculez à des pièces qui certifient ce que vous avez fait avant, mais également des justifications que vous devez fournir de ce que vous faites maintenant. Ce qui est évidemment une rupture, et ce qui est une rupture entre dispositifs d'assurance. Parce qu'il est rare que vous alliez voir le médecin et que vous lui disiez j'ai un rhume, j'ai besoin d'avoir un arrêt, et que le médecin vous réponde mais est-ce que tu as bien mis une écharpe avant de sortir ? Parce que peut-être tu n'as pas été prudent en tombant malade. Bon, il va de soi qu'on trouve encore illégitime d'estimer que quelqu'un qui est tombé malade devrait donner des justifications, des raisons pour lesquelles il est tombé malade, mais ça ne cesse de progresser comme logique sociale dans l'ensemble des autres branches de la sécurité sociale ou de l'assurance chômage, qui n'est pas une composante de la sécurité sociale, pour des raisons historiques sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Des histoires avec le pouvoir gaulliste dans la nuit du 31 décembre 1958, avec un document qui est antédaté. Enfin bref, bon, une super histoire, je vous raconterai après. Oui, ça va, on a aussi un peu des fun facts du syndicalisme français. Donc, vous avez ainsi ces évolutions où on passe de droits acquis sur la base de vos pratiques antérieures dont vous fournissez les certificats à des droits justifiés par ce que vous comptez faire plus tard et dont vous devez rendre des comptes au fur et à mesure devant les guichets de l'État social.
Ça, donc, constitue une base idéologique du néolibéralisme, à savoir la mise au travail d'assurés et d'assistés par l'injonction sociale. C'est-à-dire l'objectif est évidemment de leur faire accepter des offres d'emploi qui sont dégradées. C'était des points sur lesquels tu démarrais. Je pense qu'il faut bien comprendre les politiques d'assurance et d'assistance aujourd'hui comme visant, pas que, parce que toute politique est contradictoire, mais visant aussi la mise à disposition d'une force de travail à une partie du patronat qui sinon a des difficultés à l'embaucher. Lesquelles difficultés sont tout à fait légitimes vu les conditions dans lesquelles les gens sont embauchés. Mais cette mise au travail, elle repose sur des sanctions, des contrôles, comme tu l'as évoqué avant, mais également tout un réseau idéologique de diffamation et de culpabilisation. L'idée des discours néolibéraux consistant à accuser ou à responsabiliser les assistés sociaux pour leur propre sort ne vise pas simplement à ce que des macronistes le disent à l'Assemblée, ça à la limite ils s'en fichent. S'ils pouvaient être à la buvette, ils en profiteraient, ils feraient autre chose. Mais ça vise à être repris dans l'espace social par un ensemble de personnes et de créer ainsi des réseaux de culpabilisation faisant que vos proches, vos amis, des inconnus reprennent des discours qui sont des discours ascientifiques ou des discours irrationnels, et je pense qu'on peut prouver ces 2 points, qui reproduisent ainsi une forme de culpabilité morale, faisant en sorte que vous êtes obligé de vous justifier dans votre environnement extérieur et que donc finalement le poids de la justification est tel qu'il vaut mieux accepter un CDD pourri que d'être assigné à résidence ou en difficulté dans les interactions sociales qui peuvent vous entourer. Donc on a dépassé l'époque de la matraque, stricto sensu. On n'en est plus à l'époque où le service d'action civique va tabasser les gens devant les usines, encore que ça pourrait revenir très vite, il faut quand même rester méfiant, mais on est dans une logique vraiment de culpabilisation à base idéologique qui vise à être reprise par des gens, y compris bienveillants. Vous savez bien que le pire dans la culpabilisation, c'est celle qui est bienveillante, qui consiste à aller vous voir pour vous demander pour la 5e fois en 3 mois pourquoi vous n'avez pas trouvé de boulot, est-ce que vraiment vous êtes sûr que vous y prenez bien, avec quelqu'un qui a un sourire très fort, beaucoup d'empathie, mais qui vous donne envie de ne plus jamais le voir et de rester chez vous. Donc, ça, c'est évidemment une logique qui est proprement sociale et c'est une politique qui est délibérée. Si je disais que cette politique, elle est ascientifique et irrationnelle, c'est parce qu'elle fait exactement l'inverse de ce qu'on sait sociologiquement être la politique efficace en matière de retour à l'emploi. Tu évoquais tout à l'heure Didier de Mazières, que je salue, parce que c'était mon directeur de thèse, et il a notamment fait des travaux là-dessus que je trouve vraiment fascinants et absolument cruciaux pour les militants politiques à gauche. Notamment, ce qu'il montre, c'est en fait, il inverse la démarche de recherche de la plupart des économistes libéraux. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des libéraux ont une manière très simple de poser la question. Ils regardent les chômeurs, enfin, ils prennent une série de chômeurs, vous imaginez un grand fichier Excel avec les chômeurs, leur parcours, etc. Et à la fin, ils disent, mais regardez, en fait, qu'est-ce qui se passe, quelle est la durée qu'ils mettent pour retrouver un emploi, et si on leur coupe les allocations, comment ça varie, etc. etc. Ce que fait Didier de Mazières, c'est l'inverse. Il part des chômeurs qui ont retrouvé un boulot stable et sécurisé pour se demander qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens. Et si vous raisonnez comme ça, eh bien, vous arrivez à des conclusions qui sont totalement et rigoureusement antinomiques par rapport aux a priori du néolibéralisme. Il montre qu'il y a 3 caractéristiques communes aux assurés sociaux qui retrouvent un boulot après une perte d'emploi. La première, c'est que ce sont celles et ceux qui ont ciblé la recherche d'emploi sur un secteur très précis, qui sont concentrés sur ce qu'ils voulaient faire et ce qu'elles voulaient faire. Ça peut être parce qu'il y a de l'expérience antérieure, ça peut être parce qu'ils veulent se reconvertir, il y a plein de raisons. Mais ce ne sont pas celles et ceux qui s'éparpillent à répondre à toutes les offres d'emploi au maximum pour faire du chiffre et envoyer 200 justificatifs à leur conseillère ou à leur conseiller qui retrouvent du boulot. C'est au contraire celles et ceux qui sont les plus focus sur un secteur, un métier, un type d'emploi. Deuxième caractéristique, ce qu'il appelle la distanciation. Celles et ceux qui reviennent à l'emploi, le plus rapidement et surtout un emploi sûr et pérenne, sont celles et ceux pour lesquels la recherche d'emploi n'est qu'une composante de la vie. C'est celles et ceux qui ne se laissent pas inonder, envahir, noyer. J'aime bien la métaphore de l'eau, mais vous voyez ce que je veux dire. Qui ne passent pas 14 heures par jour dans la recherche d'emploi, mais qui, au contraire, ont des activités sportives, ludiques, de loisirs, familiales. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui tiennent sur la longue durée, qui ne craquent pas pour une raison de santé mentale, tout bonnement. Puisque le chômage est une épreuve en matière de santé mentale, de morale, de psyché, de relations familiales, etc. Et donc, la multiplication des activités dans votre vie est un des facteurs qui vous stabilise et permet de tenir le coup sur la durée. Mais également parce que c'est parfois au hasard d'un aléa ou d'une activité imprévue qu'on fait les rencontres en matière de capital social, c'est-à-dire de relations qu'on ignorait auparavant et qui donc nous donnent accès à de nouveaux secteurs, à de nouvelles opportunités dans l'existence. Et d'ailleurs, ce que montre pour le coup l'économie de la recherche d'emploi, c'est que la plupart des informations les plus cruciales qu'on obtient, ce n'est pas celles de l'entourage proche ou des gens qu'on connaît, par définition, puisque si c'est les gens que vous connaissez, généralement vous partagez avec eux l'information que vous avez déjà.
ce qui est absolument logique. L'information cruciale qui vous ouvre de nouveaux horizons, vous donne accès à quelque chose d'original et d'inédit, ce sont évidemment les inconnus. Les gens avec qui vous parlez, ou en tout cas les gens qui sont à 2 ou 3 étapes de vous dans un réseau social. Donc ça, c'est la diversité des activités et la distanciation par rapport à la stricte recherche d'emploi pour tenir sur le temps de la recherche. Troisième caractéristique des demandeuses et demandeurs d'emploi qu'ils retrouvent, c'est la limitation par rapport aux exigences administratives. C'est-à-dire la capacité à s'affranchir de ce qu'on vous demande de faire dans les plaquettes de recherche d'emploi, dans les injonctions administratives, dans ce que la bureaucratie attend de vous, pour au contraire être en capacité d'en discuter avec ses proches et de mettre la parole de ses proches ou la parole de ses anciens collègues au même niveau que celle de l'instance bureaucratique et ainsi de multiplier les opportunités dans l'existence. Bref, tout ça pour dire que le retour à l'emploi repose donc sur une série d'activités qui sont totalement orthogonales avec ce qui est demandé dans le service public d'emploi et qui évidemment invitent à ne pas postuler à n'importe quoi, 2 à avoir une allocation ou une indemnisation pour la recherche d'emploi suffisante pour pouvoir vous déplacer et mener des activités sociales variées et diversifiées, et 3 à ne pas mettre sous pression les personnes mais au contraire leur donner le temps, puisqu'on connaît l'effet classique du néolibéralisme en matière d'assurance chômage et de recherche d'emploi, c'est que ça coûte cher à tout le monde. Pour une raison très simple, c'est que un chômeur qui accepte un CDD de 2 mois au bout de quelques jours de chômage a 3/4 de risque de revenir au chômage 2 mois plus tard. Et qu'en réalité, il est souvent plus rentable pour les caisses d'assurance chômage de prendre le temps de trouver un boulot en CDI plutôt que de prendre le CDD qui passe, qui vous renvoie à la case chômage ultérieurement. Donc en réalité, on sait très bien qu'il est rentable pour la personne, bien sûr, pour son entourage aussi. Je dis rentable pas qu'en termes monétaires et pécuniaires, mais rentable en termes de confort de vie. Enfin, utile, efficace, ça correspond à des besoins. Mais c'est aussi budgétairement rentable de faire ça. Et donc, le néolibéralisme est quelque chose qui ruine par ailleurs l'assurance chômage pour une raison très simple. Je le disais, c'est de répondre à des fonctions, une série de fonctions, et je vais conclure là-dessus. D'abord, ces politiques de contrainte et de mise sous tutelle des personnes, elles visent à pourvoir ce qu'on pourrait appeler le sale travail, le sale boulot dans la société. C'est-à-dire des activités qui ne font pas l'objet d'une tentative de les améliorer, c'est-à-dire d'augmenter leur salaire ou d'améliorer leurs conditions, mais qui sont pourvues par défaut, c'est-à-dire par l'obligation en fait à des gens de les accepter, à défaut évidemment d'avoir une situation qui leur est faite encore pire. Donc l'attribution du sale boulot est le premier enjeu de ce type de politique. Deuxièmement, tu l'évoquais tout à l'heure aussi, l'objet de la pression sur les chômeuses, les chômeurs, les assurés sociaux, c'est évidemment le démantèlement du salariat dans son ensemble. Démantèlement du salariat par 2 logiques. D'abord la mise en concurrence entre les salariés et ensuite la mise en concurrence entre les salariés et les chômeurs. Dès lors qu'un demandeur d'emploi est contraint d'accepter un boulot moins bien payé que celui qu'il avait avant, ça veut dire logiquement qu'il est prêt à remplacer ses anciens collègues pour moins cher. Si vous acceptez le même boulot que vous aviez avant pour moins cher, c'est que vous êtes prêt à remplacer vos collègues pour moins cher. Et donc, vous créez ainsi des logiques de rétrécissement, en tout cas de diminution de la rémunération du travail qui est poussée par cette politique-là. Non pas que les gens soient licenciés et remplacés par un demandeur ou une demandeuse d'emploi, plutôt que le futur poste qui sera créé pourra être créé avec un salaire, on va dire, constant, alors qu'évidemment, avec l'inflation, 4 ou 5% d'inflation sur la durée, eh bien, l'employeur aura économisé 4 ou 5% de salaire sur le poste qu'il ouvrira ultérieurement. Et évidemment, une concurrence entre les salariés. Parce que dans un monde où le passage par la case chômage signifie une rupture radicale dans les revenus et une paupérisation pour vous et votre famille, eh bien vous êtes prêt à beaucoup de compromis et de concessions vis-à-vis de l'employeur dans les accords d'entreprise, dans les accords de branche, puisque le passage par le chômage serait une réduction drastique du niveau de vie. Imaginez un instant que le chômage signifie la garantie des salaires pendant 1 an. Eh bien, dans beaucoup d'entreprises, les salariés ne céderaient pas face aux accords compétitivité-emploi, ne céderait pas sur la hausse du temps de travail. Il dirait, bon, c'est pas grave, dans ce cas-là, vous ne voulez pas garantir les droits qui ont été conquis dans l'entreprise, eh bien, au pire, licenciez-nous. Ça ne changera rien à notre confort de vie. Et donc, l'employeur ne pourrait évidemment pas imposer ces conditions dans ce cadre-là. Et par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que ces politiques de dégradation de la sécurité sociale, de l'assurance et de l'assistance, elles ont aussi un rôle symbolique, y compris dans le monde du travail. Elles créent ce qu'on appelait à une époque l'aristocratie ouvrière. Elles font des effets de distinction aussi entre travailleurs. Elles créent des discours entre les bons travailleurs qui vont au boulot, qui font des compromis, qui cèdent
pour ne pas être au chômage, et les mauvais qui, du coup, parce qu'ils sont chômeurs, incarnent le fait qu'ils n'ont pas fait les efforts qui sont nécessaires. Et vous créez des logiques de fierté qui sont quand même très corrélées avec un vote à droite dans le monde du travail par ces logiques d'opposition et de rapport aux autres, avec certains qui ont donc une satisfaction d'avoir gardé leur emploi et qui donc peuvent en tirer une fierté par rapport à leurs collègues qui ont été licenciés, ou même d'ailleurs à dimension très caritative dans le cadre de l'assistance sociale avec des contribuables qui se disent que finalement ils payent déjà des impôts pour les personnes qui ressortent de l'assistance et donc ils n'ont pas d'efforts à faire, ou ils peuvent même voter à droite pour payer moins d'impôts sans se rendre compte qu'évidemment il y a une logique circulaire qui conduira à ce que payant moins d'impôts, vu qu'il y a moins d'assistance, les gens trouveront moins facilement du boulot, donc il y aura plus de chômage, donc c'est eux qui y passeront derrière. Alors, je conclus juste avec un mot et une phrase. Je pense qu'il faut vraiment se garder en tête que assurance et assistance sont des questions de pouvoir. De pouvoir. Le service public d'emploi, tu l'as dit, c'est une invention syndicale initialement. Alors, pas sous la forme d'appareil d'État. Les bourses du travail qui apparaissent vers 1904, hein, la loi sur les bourses, c'est ça, 1904 je crois. Bon, début 20e siècle. Les bourses du travail, c'est quoi? C'est l'idée pour les syndicats qui vont contester le marché du travail aux employeurs. C'est-à-dire qu'il y aura un lieu sous contrôle syndical qui accueillera les offres d'emploi. Et qu'il y aura par exemple un grand cahier, ça marche comme ça à l'époque, hein, il y a des registres, où on met les offres d'emploi qui arrivent. Alors on cherche quelqu'un pour aller poser des briques, on cherche quelqu'un pour les travaux de canalisation, etc. Il y a les offres d'emploi, et si une offre d'emploi ne correspond pas au minimum syndical, eh ben, elle n'est pas accueillie. C'est ça l'idée initiale de la bourse du travail. C'est de se dire, l'offre d'emploi indigne ou injustifiée, elle dégage. Et donc, c'est un rapport de pouvoir. Il ne s'agit pas d'indemniser les chômeurs. D'ailleurs, ce n'est pas la préoccupation initiale des bourses du travail, indemniser les chômeurs. La préoccupation, c'est évincer, supprimer, liquider les offres d'emploi pourries et inacceptables sur le marché de l'emploi. C'est ça, cette idée-là. Et donc, c'est un rapport de pouvoir, avant d'être une logique d'indemnisation qui, après, prend un tournant caritatif à partir des années 80 et 90. Bon, voilà, je pense que c'est ce qui est important de se dire, c'est important de montrer. Je vous remercie de votre attention et je ne sais pas si on fait un ping-pong ou si on ouvre les questions, parce que je ne connais pas les horaires. On fait encore un ping-pong? Je suis très mauvais au ping-pong, mais vas-y, je te laisse lancer le... Moi aussi, mais j'aime bien. Non, j'allais juste rebondir pour le coup. Non, mais pour dire que non, mais c'est justement pour ça qu'on conclut le livre en disant que la cause des chômeurs, c'est celle des travailleurs et des travailleuses. Parce qu'en fait, il faut penser ces deux populations ensemble. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, en fait, c'est les deux faces de leur même existence, à savoir alterner entre le travail et l'emploi. Peut-être un petit mot sur France Travail. Peut-être deux choses pour approfondir en fait cet enjeu de rapport de pouvoir que tu évoques. C'est que effectivement, je pense qu'il faut voir le contrôle comme une intervention dans un rapport de force. Et effectivement, on a fait une enquête avec d'autres collègues récemment sur les réformes de l'assurance chômage de 2019 qui étaient particulièrement agressives à l'égard des précaires. Et en fait, on a rencontré des employeurs qui nous disaient explicitement qu'en fait, eux, ce qui les mettait dans la merde, c'était la protection sociale, parce qu'il y avait des gens qui se permettaient de ne pas accepter les conditions de travail qu'ils pouvaient proposer. Et donc, vous avez sans doute vu cet article du Figaro qui était « J'y réfléchirai à 2 fois avant de gueuler sur ma serveuse ». Et en fait, on a rencontré plein des employeurs dans la restauration, dans l'intérim, qui disaient nous, ce qu'il nous faut, c'est qu'on coupe toutes les aides. On dit le 1er janvier prochain, il n'y a plus rien. Ou alors, une qui était plus bienveillante, qui disait on n'a qu'à dire vous avez le droit à 5-6 mois, et puis après, on coupe tout. Et c'est revenu très, très régulièrement, et vraiment, c'était l'exposition un peu chimiquement pure de cette affaire, selon laquelle, en fait, c'est très compliqué pour eux, à la fois, même à titre interpersonnel, que ce rapport de force, les effets de la protection sociale dans le rapport de force. Et il y a peut-être 2 trucs qui, sur la période récente, ont contribué très largement à creuser le rapport de force en faveur du patronat. C'est d'abord quelque chose qui est ultra symbolique, mais qui, en fait, j'ai envie de dire, affaiblit les syndicats très fortement et pour longtemps. C'est le fait que, jusqu'en 2018, l'assurance chômage, elle était excédentaire. C'est-à-dire qu'on mettait plus d'argent, alors c'était dit nulle part, mais on mettait plus d'argent au pot commun que ce qui était versé aux chômeurs. Il n'y avait pas de trou de la sécurité chômage.
Ce qui s'est passé en 2018, c'est que la gestion de ces fonds, en fait, il a été nationalisé. Et donc, depuis 2018, en fait, c'est par l'impôt. Alors, il y a toujours un passage par la caisse, mais par l'entremise de l'État, qui fait que, en fait, c'est plus une caisse à nous, les salariés, qui va venir nous payer nos allocations. C'est l'État qui décide combien il met dans la caisse. Et ça nous a fait perdre un pouvoir de négociation un pouvoir symbolique dans la négociation. Qu'on avait perdu sur la retraite, sur la Sécu, pour d'autres raisons qui sont ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'autre session, qui sont l'abaissement de cotisation, où en fait on a coupé le robinet d'arrivée, donc ce qui fait qu'il n'y a plus d'argent. Donc dans la négociation, on peut dire il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Là, il n'y a même pas besoin de couper les robinets. On nous a retiré la caisse, ce qui fait que dans la négociation, en fait, c'est plus nous qui décidons qu'est-ce qu'on donne aux personnes privées d'emploi. Donc ça, c'est la première chose. Ça modifie le rapport de force. Et puis l'autre, qui est beaucoup plus récent, mais qui est important, c'est France Travail. France Travail contribue assez largement, en fait, à... tu disais flétrir, c'était beau. À flétrir les frontières entre assurance et assistance. C'est mon côté poète. Tout à fait. Mais pas forcément de la façon où on l'aurait fait, je pense. C'est-à-dire que plutôt que de faire venir les personnes qui sont au RSA dans le champ de l'assurance et de leur attribuer pas seulement des droits en tant que personne en difficulté, mais des droits en tant que travailleur intermittent, parce que effectuant du travail domestique, parce que effectuant du travail parental, parce que en fait travaillant très régulièrement, un peu moins que les chômeurs, un peu moins souvent, mais en fait assez régulièrement, eh bien on aurait pu les accueillir dans l'assurance. C'est pas exactement ça qui s'est passé. Aujourd'hui, on a fait rentrer les RSA dans France Travail, justement, c'est ça le principe. Et une disposition qui, à l'origine, était pensée uniquement pour eux, s'est trouvée en fait élargie à l'ensemble de la population des demandeurs d'emploi. C'est l'idée non plus de signer un contrat d'inscription qui était déjà particulièrement discutable, mais qui en fait était devenu une simple formalité administrative avec le temps. Ils ont dû signer un contrat d'engagement dans le cadre duquel, vous le savez, on peut leur imposer de travailler 15 heures par semaine gratuitement. Alors, comme l'évoquait ce matin Maud Simonet, il y a des interrogations qui pèsent sur ces 15 heures. Est-ce qu'elles vont vraiment être appliquées? Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens, etc. Et comme le disait très justement Maud, il ne faut pas profiter de cette incertitude pour dire « bon, bah, c'est pas grave ». En fait, ça va devenir un levier de pression sur les demandeurs d'emploi. À l'origine, ça devait concerner uniquement les personnes au RSA, et c'était déjà un scandale. Mais ça a été élargi à l'ensemble des demandeurs d'emploi. Si un demandeur d'emploi ne se comporte pas tel que l'administration le souhaiterait, eh bien, ça lui pend au nez, en quelque sorte, de lui imposer de bosser 15 heures par semaine gratuitement. Et donc aujourd'hui, France Travail, c'est un peu la méthode bricolo d'Emmanuel Macron. On ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre. En interne, à France Travail, ils ne sont pas bien sûrs, en fait, de ce que ça va donner concrètement. C'est très dur à ce stade-là de dire qu'est-ce qui arrive au RSA à France Travail, qu'est-ce que ça change aux demandeurs d'emploi de droit commun que l'intérieur de France Travail. Mais de fait, tous les textes qui commencent à sortir sur comment ça va s'organiser laissent penser que, de fait, comme l'histoire du contrôle en atteste, en fait, c'est dans la droite lignée, c'est-à-dire qu'on va mettre la pression sur les demandeurs d'emploi pour que, si jamais ils ne trouvent pas un emploi, eh bien, ils soient ultra culpabilisés, qu'ils en soient pris pour responsables et qu'ils soient sanctionnables si jamais c'est pas le cas. Je sais pas, sur France Travail, j'imagine que tu étais aux premières loges, tu as peut-être des trucs à raconter. Ouais, on pourrait dire que c'était pas top, pour le résumer scientifiquement. Oui, tout à fait, puisque on a eu évidemment le projet de loi à l'Assemblée nationale qui était très intéressant parce qu'on peut mesurer en fait dans ce moment-là le degré de méconnaissance, c'est-à-dire l'absence d'information, quoi que pensent les gens, le degré d'incompréhension de comment fonctionne le marché de l'emploi, le degré d'ignorance des conditions réelles des personnes qui sont au cœur du texte, et puis le degré des bricolos, quoi. Enfin, c'est clair que c'était... Il y a des pépites dans ce débat. Des gens qui disent non, mais les agences Pôle emploi, vous savez, il y a maximum 20 chômeurs par demandeur d'emploi. Il y a 20 chômeurs par conseiller, alors qu'on est parfois à 1000, etc. Enfin bon, c'est des trucs... des gens qui sont absolument hallucinants, avec un peu 2 étapes, quoi. Il y a évidemment... Si jamais il y en a qui veulent se replonger dedans, vous aviez évidemment les débats parlementaires sur... Non, mais parfois c'est intéressant en fait, de rejeter un coup d'œil. Débat parlementaire sur France Travail. Si jamais vous voulez, à un moment donné, un moment de grille
j'avais eu l'occasion de faire les 10 minutes comment on dit, de mots d'accueil du nouveau directeur de France Travail en commission des affaires sociales. Donc c'était un moment, je crois que c'est pas le meilleur moment de sa vie. Vraiment, s'il faut le résumer globalement. Je pense qu'il a passé un moment bien, mais pas top. Voilà, c'était... Non, c'est assez marrant parce qu'en plus, il avait oublié de couper le micro. Et donc, quand le mec, il arrive, le président de la commission qui lui dit ah, bon, bah, c'est cloué, ça va pas être très sympa. Voilà, il lui dit ça et il a oublié de couper le micro. Donc, il y a cet enregistrement qui est très drôle, évidemment. Et donc, bien sûr, je me suis senti piqué dans mon orgueil et j'étais obligé de lui assurer un moment pas sympa. Mais donc on a l'occasion de faire ça. La chance qu'on a, c'est que dans le service public d'emploi, il y a quand même des mobilisations non négligeables. La semaine dernière, par exemple, il y avait l'émission locale qui était très mobilisée. Il y a quand même des mouvements de grève assez réguliers dans l'institution France Travail. Donc c'est une institution qui a quand même certaines formes de résistance en son sein, mais qui sont essentiellement, comme tu le disais, des résistances soit par le débordement, c'est-à-dire les gens ont trop de trucs à faire et donc en fait ils laissent tomber une partie des activités et parfois notamment les plus coercitifs pour celles et ceux qui n'ont pas envie de les faire, soit une logique de division du travail qui est quand même très marquée, avec notamment depuis la création de ces plateformes de contrôle que tu évoquais, donc les plateformes CREUX, CREUX CRE, contrôle de la recherche d'emploi, pas CREUX CREUX, hein, comme Olivier Dussopt, vraiment c'est la première option. Mais donc les plateformes CREUX sur la recherche d'emploi, désolé, pas pu m'empêcher. Les plateformes CREUX, mais il n'est plus là, donc il nous manque un peu parfois. Ouais, mais entre deux condamnations, et on le voit plus, il vient plus aux soirées, quoi. Bon, mais donc ces plateformes CREUX sont l'objet d'une division du travail avec des conseillers en agence qui désormais ne pratiquent plus le contrôle parce qu'en fait ils estiment qu'il y a une instance qui est spécialisée dessus et qui du coup ne coopère plus, ne collabore plus entre eux, ce qui crée aussi des difficultés par ailleurs dans l'ensemble de la chaîne d'information au sein de l'instance, parce qu'il faut bien avoir en tête que le contrôle, il a deux caractéristiques qui je pense sont importantes. La première que tu as évoquée, mais je voudrais essayer de bien attirer l'attention, c'est que les effets du contrôle, c'est moins le contrôle lui-même que la menace du contrôle. Il faut bien avoir en tête que, enfin, comment dire, c'est comme la manière que la force d'une contrainte, c'est jamais tant la contrainte que l'incertitude qu'elle arrive, qui fait qu'on se tient à carreau. Parce que finalement, si les gens ne réagissaient qu'à la contrainte, ben, ils agiraient le jour où on les engueule. Mais en fait, c'est l'hypothèse de la contrainte qui fait que vous tenez à carreau. Ben, c'est pareil pour le contrôle de la recherche d'emploi. C'est le risque de la recherche et surtout, c'est la notification du fait que vous êtes l'objet d'une recherche qui conduit les gens en fait à surjouer, voire même dans beaucoup de cas en fait à terminer le contrôle parce qu'ils acceptent n'importe quoi comme offre d'emploi. En fait, l'acceptation de la précarité est une modalité d'échappatoire des contrôles, y compris lorsque la personne a tout ce qu'il faut, les documents, les certificats, etc. Mais en fait, si c'est pour se faire radier, enfin la crainte de se faire radier, de perdre son statut intégralement, en fait, prime le risque d'un emploi précaire. Et donc, la précarité est une modalité d'évacuation, de sortie et d'échappatoire au contrôle. Peut-être deux éléments là-dessus. Pôle emploi, qui est bardé de statistiques, a essayé à un moment de prouver les effets du contrôle et ils n'y sont pas parvenus. Donc, c'est sorti, ils font des petites publications pour dire ce qu'ils font dans le contrôle. Et en fait, ils l'ont enlevé parce qu'ils arrivent. C'était des pouillèmes de pourcentage, donc il n'y a pas d'effet. Propre du contrôle, c'est-à-dire que les gens qui sont contrôlés ne retrouvent pas plus vite du travail. Par contre, il y a un précédent historique, alors qu'il faut toujours reprendre avec des pincettes, etc., mais qui nous sert quand même un peu d'étalon à la fin de l'ouvrage et qui est intellectuellement important, je pense. C'est le cas allemand, qui a plein de différences avec la France, donc encore une fois, c'est pas complètement copié, c'est pas possible de copier-coller. Mais en Allemagne, il y a eu des réformes relativement comparables en 2004-2005 sous Gerhard Schröder, les fameuses lois Hartz, qui mettaient la pression sur les chômeurs allemands. Et il y a des travaux d'économie relativement sérieuses qui montrent qu'en fait, les effets, ça a été la baisse des salaires des 50% les plus pauvres. Et ça n'a pas touché. Donc il y a un côté totalement dramatique et ironique, c'est qu'en fait les 50% les plus riches n'ont pas été touchés par cette baisse de salaire. C'est les 50% les moins bien payés de la population active qui ont vu leur salaire baisser, et les chômeurs eux-mêmes ont été plus pauvres. Et donc, voilà, encore une fois, il faudra que le temps passe pour regarder rétrospectivement les effets de toutes ces réformes qui se sont enchaînées. Il n'y a pas plus de 7 mois sans réforme depuis 2018, donc c'est très dur de comprendre effectivement qu'est-ce qui fait quoi, etc. Mais les statistiques tentent à montrer quand même qu'on a beau, et tu le disais tout à l'heure, on n'a jamais autant travaillé.
Apparemment, je ne crois pas que le taux de pauvreté frétille beaucoup à cette mise au travail généralisée. Et ça, c'est un élément important. C'est qu'en fait, on ne lutte pas contre la pauvreté, on a même plutôt tendance à la renforcer, surtout dans un contexte d'inflation qui fait que les salaires baissent implicitement. Bah, d'autant plus qu'il y a les logiques en fait, de dégradation, pas par palier, c'est-à-dire que si jamais vous basculez à l'assurance chômage alors que vous aviez un emploi en CDI payé convenablement et que vous acceptez un emploi moins bien payé, il va lui-même vous ouvrir des droits à une indemnisation qui sera plus faible et donc qui ouvrira l'option d'un emploi lui-même moins bien payé que l'emploi d'avant, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des logiques de dégradation où l'assurance chômage jouant le rôle de vous faire passer à un niveau de revenu légèrement inférieur, eh bien, en 4-5 ans, vous arrivez à avoir dégradé le prix de la force de travail, y compris en faisant exactement la même activité que vous faisiez initialement. Et ça, on voit bien qu'il y a un objet là-dessus qui, je pense, à mon sens, est le nerf de la guerre. C'est est-ce que l'assurance chômage doit participer de la remise dans un emploi rapide ou est-ce qu'elle doit participer de stabiliser les revenus au long de la vie? Voilà, c'est deux options qui sont pas juste différentes, qui sont contradictoires. Ce ne sont pas les mêmes politiques qui sont menées dans les deux cas. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que vous perdez un boulot à 2 000 euros, le but du service public d'emploi est de vous faire retrouver un boulot à au moins 2 000 euros. Et qu'une fois que vous créez cette dynamique-là dans l'institution et que c'est ça l'objectif du travail, eh bien, ça a un effet en chaîne. Par exemple, sur la nature des emplois qui sont agrégés par l'institution, sur les stratégies pour placer les gens dans les différents postes, etc., etc., etc. Et par ailleurs, moi, je reste assez convaincu qu'un agent à France Travail serait plus heureux si son objectif était de faire en sorte que les personnes en face, elles repartent avec 50 euros de plus plutôt qu'avec 50 euros de moins. Mais ça, comment dire, c'est une intuition assez profonde. Je pense que les agents à France Travail sont comme tout le monde et qui préféreraient faire le bonheur de celles et ceux qui reçoivent plutôt que d'être assimilés à une politique de carottes et de bâtons.